Ça commence dans 1 minute, installez-vous. Allez, on va commencer. C'est l'heure. Pour ce premier panel, je crois, de CryptoSer aujourd'hui, intitulé « Réguler et content, les builders face à Mika ». Sujet intéressant parce qu'on est sur une année quand même charnière en la matière en Europe. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et que peut-être que les 50 minutes qui sont à notre disposition ne suffiront pas. Je vais dans un premier temps laisser mes panélistes se présenter. Claire, on va commencer par toi si ça te va. C'est gentil, merci. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Donc, je m'appelle Claire Balva, je suis directrice stratégie chez Deblock. Deblock, c'est un compte courant adossé à un vrai portefeuille crypto. Avant ça, j'ai fait pas mal de conseils dans la crypto. Je suis dans le secteur depuis 2015. J'avais revendu ma boîte à KPMG et j'ai rejoint Deblock il y a un peu plus d'1 an maintenant. Pierre. Bonsoir à tous. Bonjour. Je suis Pierre Morisot, président et cofondateur de Waltio, qui est une solution qui aide à suivre son patrimoine, son portefeuille crypto et accompagner dans la déclaration fiscale. Dimitri. Bonjour à tous, je m'appelle Dimitri Guem, je suis expert conseil en gestion de patrimoine et je suis également chef d'entreprise dans le domaine des cryptos. Donc avec mes équipes, on développe essentiellement des produits, des services qui vont permettre à des utilisateurs crypto de pouvoir dépenser leur argent au quotidien. Je mets en place également des stratégies financières et patrimoniales pour mes clients, que ce soit dans les actifs financiers classiques et bien sûr la crypto, notamment avec la première vente immobilière en France et en Europe qu'on a réalisée. Donc voilà, je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, moi je m'appelle Arnaud Touati, je suis avocat associé d'un cabinet qui s'appelle Hashtag Avocat, qui est spécialisé dans le numérique et notamment dans l'écosystème Web3 crypto depuis 2015. On a dû commencer à peu près au même moment, chère Claire. Et donc effectivement, on accompagne beaucoup de porteurs de projets à se réguler, notamment en France, mais aussi et surtout à l'international, donc dans d'autres pays européens, également au-delà. Et donc le sujet du jour, évidemment, est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement et j'espère qu'il va vous intéresser également. Merci à tous les quatre. Alors personnellement, je suis Antoine Montbrun, directeur des opérations du Journal du Coin, qui est un média bien connu de la place. Et je suis aussi ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors j'aimerais pour commencer qu'on essaye de déconstruire un petit peu le sujet, parce que pour beaucoup de monde, je pense, quand on parle de Mika, c'est quelque chose dont on a entendu parler en tant que crypto-enthousiaste, mais on ne sait pas obligatoirement de quoi on parle exactement. Pourtant, c'est un règlement qui est entré en vigueur, enfin en application plutôt, le 30 décembre dernier, en même temps qu'un autre règlement qui s'appelle TFR, et qui vraiment va changer les choses pour les builders de l'écosystème, mais aussi les utilisateurs. Donc j'aimerais qu'on commence par un petit peu expliquer les grandes lignes de ces textes, à qui est-ce qu'ils s'appliquent et de quoi on parle exactement. Et je pense que Arnaud, tu es quand même la meilleure personne pour ça, donc je vais te laisser démarrer si ça te va. Ok. Alors, on va reprendre les choses depuis le départ. À la base, il existait un régime qui s'appelle le régime PSAN, dont peut-être certains ont entendu parler, prestataire de services en actifs numériques, qui a été initié dans le cadre de la loi qu'on appelait la loi Pacte, qui date donc de 2019. C'était il y a un certain temps maintenant. Et c'est un régime qui est un régime national, au même titre que beaucoup, pas tous d'ailleurs, de pays européens qui également avaient, et extra-européens d'ailleurs, qui ont eu quasiment chacun d'entre eux, un régime national pour gérer les prestataires de services sur actifs numériques. D'ailleurs, rappel rapide de ce qu'est un prestataire de services sur actifs numériques, c'est en réalité une société qui va réaliser un certain nombre de services qui sont classifiés. Majoritairement, ceux qui reviennent le plus souvent sont des services de custody, c'est-à-dire qu'à partir de l'instant où vous conservez des crypto-actifs pour le compte de tiers, ça vous donne des responsabilités. Même chose lorsque vous effectuez de la conversion de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs ou contre des euros, ou alors lorsque vous créez des places de marché. À ce moment-là, vous devez être régulé. En tout cas, c'était la réglementation en vigueur qui s'appliquait depuis 2019. Et effectivement, au 30 décembre de cette année, alors en réalité c'est un peu plus compliqué parce que Mika est rentré de manière séquencée d'abord l'été dernier pour réguler les stablecoins et donc au 30 décembre pour réguler ces fameux prestataires de services en actifs numériques. Et le grand changement, c'est que nous ne sommes plus dans une réglementation qui est une réglementation nationale, mais ça devient une réglementation européenne. Donc ça veut dire qu'il y a une uniformisation, une unification d'une certaine façon de la réglementation. Et donc il n'y a plus, si vous voulez, la compétition qui se faisait avant entre différents pays en fonction de la qualité de sa réglementation.
eh bien finalement cette compétition, elle n'est plus sur la réglementation, mais elle est sur la capacité du pays et notamment des régulateurs à pouvoir être en capacité d'être efficace, d'aller directement à l'essentiel. Donc on a déplacé en fait la chose. Et pour finir, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que c'est à la fois, et on va en parler, une difficulté entre guillemets parce que la marche que nous connaissions en France est devenue beaucoup plus compliquée maintenant au niveau européen. En revanche, ça offre aussi des avantages majeurs, et un des avantages majeurs qui va avec cette uniformisation, c'est qu'à partir de l'instant où vous êtes agréé au niveau européen, vous êtes en capacité de pouvoir viser l'intégralité des 350 millions de personnes en Europe. Et là, ça change tout, alors qu'avant, il fallait obtenir une régulation pays par pays pour pouvoir être en mesure de s'adresser et de solliciter les publics de chacun de ces pays au niveau national. Très clair. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non? Bon, parfait. Alors, en tant qu'acteur de l'écosystème, on a souvent parlé de la volonté de trouver un équilibre entre innovation et protection des utilisateurs. Et ça a longtemps fait débat justement sur le contenu du texte derrière MiCA. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que cet équilibre a été trouvé? Qu'est-ce que vous en pensez au quotidien vis-à-vis de vos activités? Peut-être Claire. Bonne question. Et le problème, c'est qu'on n'a pas non plus un recul énorme sur l'implémentation de MiCA. Là, ce qui risque de se passer quand même dans les prochains mois, c'est qu'il y a tout un tas de petites plateformes qui ne vont pas avoir les moyens de se mettre en conformité et qui vont donc déposer le bilan et faire faillite. Donc ça va quand même beaucoup coûter au secteur. Certes, il y aura une plus grande protection des utilisateurs. Maintenant, je pense que la question, c'est pas juste protection des utilisateurs versus innovation. En fait, tout l'enjeu, c'est d'avoir une industrie qui soit solide et qui soit une industrie basée en Europe et pas juste des boîtes américaines qui viennent sur le sol européen pour offrir leurs services. Et là-dessus, je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment la solution optimale, notamment sur la réglementation des stablecoins dont on pourra reparler. Mais il me semble ici que notre souveraineté européenne ne va pas être particulièrement soutenue par cette réglementation. Dimitri. Alors oui, je suis complètement d'accord avec ce point-là, parce que alors, tout le monde se souvient ici de la fuite des cerveaux qu'il y a eu dans les années 2000. Tous les ingénieurs français qui sont allés du côté de la Silicon Valley aux États-Unis. On est en train d'assister à peu près au même phénomène actuellement, et nous sommes quand même dans un écosystème qui est totalement disruptif par rapport à ce qu'on connaît dans l'économie mondiale, et on est en train de compter avec. Je dis souvent qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le stade où on essaye de convaincre les gens que la crypto est quelque chose qui fonctionne, mais on est plutôt en train, nous, d'échanger avec ceux qui souhaitent concrètement développer ou en tout cas y rentrer et investir dedans. Et ça pose un vrai problème au niveau européen parce qu'on est en train de perdre énormément de leadership. Et c'est important pour nous de pouvoir développer une industrie, une économie où on a énormément de talents, énormément d'ingénieurs, même dans mes équipes. Et c'est dommage d'avoir à penser à s'expatrier, alors qu'ici, on pourrait avoir un écosystème qui est suffisamment qualitatif pour nous permettre de développer ici et de gagner ce leadership et de le garder chez nous en Europe. Ouais, peut-être pour ajouter, ce qu'il faut comprendre, c'est que MiCA est parti d'un... donc, ce qui existait avant, le statut PSAN en France, mais vraiment dans une logique d'appliquer, se dire la crypto-monnaie, c'est comme de l'argent, c'est comme de la monnaie, c'est des actifs financiers, et donc on va appliquer les mêmes normes qui existent aujourd'hui aux institutions financières classiques, c'est-à-dire les banques. On va appliquer des normes similaires aux CASP, VASP, donc en fait ces plateformes, ces bourses, toutes en gros entreprises, la grande majorité qui fournissent des services liés aux crypto-monnaies, donc d'achat, vente, stockage et autres. Et donc, le fait d'avoir fait une analogie avec le monde bancaire de façon aussi stricte, en fait, d'une certaine façon, toute petite innovation, projet naissant, qui est beaucoup plus, on va dire, des développeurs, des entrepreneurs qui veulent juste tester, en fait, ne peuvent pas, parce que dès le début, ils doivent avoir beaucoup plus de capitaux, des moyens de conformité qui sont beaucoup plus importants. Donc, l'innovation dans le sens bac à sable, elle va vraiment, je pense, on va la voir diminuer. Maintenant, un petit point positif, je trouve, c'est qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est que les projets doivent et deviennent donc automatiquement beaucoup plus ambitieux. Parce que d'un coup, c'est une compétition qui est au niveau européen. D'un coup, en fait, on a besoin de beaucoup plus de fonds. Donc, ça veut dire que on est dans
dans ce cas-là, l'Europe devient un marché qui est presque aux dimensions d'un marché des États-Unis. Et donc, en gros, on se doit d'être plus gros, on se doit de penser européen dès le début, et on se doit donc d'aller voir les actionnaires, challenger beaucoup plus, dans ce cas-là, les projets naissants. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Je rajouterais 3 points qui me semblent très importants quand on pense à Mika et sur l'impact que ça a au niveau européen. Déjà, la première chose, c'est que, en fait, en réalité, le débat qu'on est en train d'avoir ne concerne pas que les cryptoactifs. Il concerne la réglementation en Europe au sens large. En Europe, on adore réguler. On le sait, on est des professionnels de la régulation. On a des gens qui passent leur temps, matin, midi et soir, à réguler à Bruxelles parce que c'est leur métier. On a un sujet de compétition internationale parce que c'est vrai que Mika va, d'une certaine façon, énormément... si vous voulez, il va y avoir une consolidation de marché. Donc là, on a une centaine de PSAN. Il est vraisemblable, probable qu'il y ait grosso modo un tiers qui réussisse à survivre. Le reste, soit se fera racheter, souvent d'ailleurs par des étrangers, ça a commencé à se passer, soit simplement disparaîtra malheureusement. Donc il y aura forcément beaucoup de casse à ce niveau-là, ce qui n'est pas une bonne chose. En revanche, tu disais quelque chose, Pierre, tu as raison, c'est-à-dire que la réglementation MiCA, c'est en réalité une application de la réglementation bancaire en matière de cryptoactifs, sauf qu'on est même allé au-delà. Pour rappel, MiCA a été travaillé depuis plusieurs années, mais il a véritablement été consolidé, le texte, au moment de FTX. Ce qui a permis à un certain nombre de députés européens, dont certains, Claire, tu connais, puisque tu as débattu avec certains dans des radios, et ça ne s'est pas très bien passé, parce que malheureusement, on a un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment de FTX, ils ont renforcé le texte de manière massive, et qu'il y a un certain nombre de choses qui existent en matière bancaire, je pense notamment au statut d'agent. C'est-à-dire que typiquement, vous avez des agents de paiement, vous avez des agents de prestataires de services d'investissement. Et bien ce statut, il est simplement impossible en matière de crypto. Ce qui est un non-sens total. Il n'y a aucun sens, si ce n'est de se dire « Ah non, la crypto, c'est très dangereux. Les agents, on ne peut pas se permettre, on a peur, oh là là, donc finalement, on n'en veut pas. » Donc en fait, on est allé encore au-delà. Donc moi, effectivement, à titre personnel, je serais relativement pessimiste. C'est-à-dire que je pense que le MiCA va avoir un impact significativement défavorable sur l'écosystème, surtout quand on le met en parallèle avec les États-Unis, où bon, je pense que tout le monde ici a compris que Trump était plutôt dans une logique inverse, que ce soit en matière d'IA ou de crypto. Il est dans une logique de dérégulation, ce qui n'a pas forcément que des avantages, mais à un moment, quand vous avez un acteur qui a le choix, vous avez d'un côté un acteur américain qui a une régulation quasi minimum, avec une fiscalité que je n'ai pas besoin d'expliquer, et que vous avez un acteur européen qui a une fiscalité élevée, avec une régulation maximale, la compétition, elle est quand même très compliquée. Comment est-ce que vous observez justement l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis et ça, en fait, on avait il y a 6 mois quand même une vision que je trouve un petit peu différente de celle qu'on a aujourd'hui. C'était celle d'un marché européen avec une régulation précurseur assez claire quand même, ce qui n'était pas du tout le cas aux États-Unis, avec justement des acteurs qui demandaient cette clarté réglementaire. Finalement, l'arrivée de Donald Trump, elle remet tout en cause et on se retrouve à la traîne à nouveau. Ce qui est intéressant dans ta question, c'est que ça montre quand même que systématiquement, on se compare aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, on se disait finalement, on s'en sort pas si mal parce que c'est le bazar aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de procès, etc. Et aujourd'hui, alors que en fait, il se passe chez nous ce qu'il était prévu de se passer depuis plusieurs années, on se dit, en fait, il y a Donald Trump aux États-Unis, donc les entreprises vont pouvoir survivre, et donc c'est nous qui sommes perdants. Et à chaque fois, on se compare à ce qui se passe outre-Atlantique. L'arrivée de Trump, pour moi, effectivement, elle donne un bol d'air frais à toute l'industrie crypto aux États-Unis. Elle va aussi mettre une pression, je pense, politique sur ce qui se passe en Europe, parce qu'on va se dire, mais attendez, si aux États-Unis il y a une réserve stratégique en Bitcoin, s'il y a des produits qui sont possibles aux États-Unis, par exemple du yield sur des stablecoins ou des choses qui deviennent de plus en plus compliquées en Europe, ça va créer cette compétition, et donc peut-être que ça va inciter nos régulateurs, mais je ne pense pas à court terme, à peut-être revoir leur copie, ou en tout cas être moins stricts sur certains produits, parce que sinon il y a des entreprises et des marchés qui existeront aux États-Unis qui n'existeront juste pas en Europe. Mais est-ce qu'il y a cette compréhension justement chez le régulateur du besoin peut-être d'être un peu moins strict sur certains sujets pour rivaliser avec la concurrence américaine? Non, aujourd'hui non, mais parce que même s'il y a des signaux aux États-Unis que l'industrie va aller mieux, qu'il va y avoir plus d'emplois, plus de croissance, etc., je pense qu'en Europe, pour l'instant, les régulateurs sont focalisés sur Elon Musk, les problèmes d'image de Donald Trump aussi, et sur comment est-ce qu'on va réagir face à Donald Trump qui lance un meme coin. Et je pense que ce sont des faux problèmes, et qu'aujourd'hui, on ferait mieux de se focaliser sur l'attractivité
de notre propre marché et de notre industrie, et pas juste sur des éléments de communication autour de Twitter, Elon Musk et des mêmes coins. Ouais, pour parler même de façon très concrète, quelqu'un qui lance un projet, avant, c'était facile, s'il y a un peu de traction, d'être rentré en contact avec le régulateur en France. Sauf que là, maintenant, le régulateur en France, sur ce sujet-là, il n'a pas grand-chose à dire. Il faut directement aller en Europe. Et donc, il n'y a plus du tout ce contact potentiel pour être capable de trouver un accord à l'amiable sur des cas particuliers, ou en tout cas de présenter quelque chose de complètement, si on a quelque chose de novateur. Donc, il y a aussi ce sujet d'un coup, on perd le champ et l'accès et la possibilité d'une discussion entre les entrepreneurs exactement et l'administration, et la juridiction locale, parce que c'est passé à l'échelle européenne, alors que typiquement aux États-Unis, là, ce que Trump est en train de mettre en avant, c'est vraiment le no rules, et en mettant aussi donc des dirigeants très pro-crypto, pro-innovation, et donc de encourager tout le monde à développer et à créer, à innover. Donc dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin d'échanger avec le régulateur. On a parlé finalement de la fragmentation du marché qui est en train de se faire entre les acteurs qui ont les capacités financières de se conformer et ceux qui ne les ont pas. Donc vous avez plus ou moins répondu à la question qui était de savoir si les petits acteurs ont encore quelque chose à faire sur ce marché, malheureusement. Mais est-ce qu'on peut aussi s'attendre du coup à ce que des acteurs tels que les acteurs bancaires qui ont l'habitude de se réguler, qui ont les moyens aussi de se réguler, prennent finalement des parts de marché énormes sur les acteurs crypto-natifs, quoi? Alors, c'est une bonne question. Il se trouve que pendant longtemps, j'ai bossé avec les banques sur ces sujets crypto, et beaucoup d'établissements bancaires attendaient effectivement la stabilité réglementaire qu'apporte MiCA pour se lancer et pour sortir des offres crypto. Et c'est pour ça qu'en fin d'année dernière, on a vu un certain nombre de banques traditionnelles obtenir des agréments PSAN et donc probablement des agréments MiCA dans les mois qui viennent. Je ne suis pas sûre qu'ils vont très rapidement obtenir de très grosses parts de marché. Déjà parce qu'ils vont lancer des offres crypto qui seront peut-être réduites au début auprès d'une certaine cible fortunée, uniquement auprès d'entreprises. Je ne suis pas sûre qu'ils lancent tout de suite des offres pour le très grand public. À mon avis, il peut se passer ce qui s'est passé avec les banques en ligne. C'est-à-dire qu'il y a certains acteurs bancaires qui vont racheter des boîtes crypto, d'autres qui vont essayer de lancer leur propre solution. Mais en fait, lancer une solution de, par exemple, un exchange crypto, ça prend du temps en fait, et qu'au début quand on lance on fait des erreurs, on se plante, on galère, on a des soucis, et donc c'est tout un apprentissage aussi qui se met en place, et donc je pense qu'il y a certaines banques qui vont essayer d'accélérer en allant racheter des boîtes crypto. Pierre. Alors, c'est intéressant parce que les entrepreneurs, les builders, ils veulent pas de réglementation, ils ont une idée en tête, ils la construisent et ils le développent et après ils le partagent. Les banques, les institutions financières, c'est on attend qu'il y ait un règlement, on attend qu'il y ait une loi qui encadre les activités, après on y va. Ou voir, on regarde, est-ce que les autres banques concurrentes font quelque chose? Si oui, je me bouge et je vais aussi faire quelque chose. Là, ce qui se passe, c'est clairement toutes les grandes banques nationales, en tout cas en France, je prenais les 5 plus grosses, elles ont toutes une équipe, mais c'est pas une équipe genre 2 personnes, hein. C'est plusieurs personnes, des juristes spécialisés qui travaillent sur les sujets des actifs numériques, des cryptos. Donc c'est évident qu'on aura des services. Ils ont un avantage qui est énorme, c'est qu'ils ont déjà, eux, la force de frappe en termes de réseau, donc la capacité de distribuer un produit à des millions de personnes. Et financièrement aussi. Et financièrement, ouais, accessoirement, ouais. Par contre, après, la capacité à innover, à développer des produits consumer, que les gens adorent utiliser au quotidien, mobile et autres, ça, c'est une autre chose. Et on verra. Dimitri. Alors, c'est vrai qu'on est, sur un manque de vision. Ce qu'on voit aux États-Unis, c'est qu'on a quand même on parle beaucoup du président Donald Trump, mais c'est surtout une personne qui, à un moment donné, a décidé sur un maillage social ou économique qui était déjà présent. On voit qu'aux États-Unis, il y a pas mal de personnes, même en Asie, qui étaient déjà très pro-crypto et qui avaient déjà commencé à investir via différentes sociétés, pas forcément avec la société principale, mais avec des filiales sur tout l'écosystème crypto. Et voilà une personne qui est venue et qui a dit « Ok, on va se lancer dedans » et qui a pris une décision concrète d'y aller. Donc ce qui manque ici, peut-être chez nous, c'est une espèce de leadership comme ça sur le sujet. Une personne qui décide de dire « Ok, on va se lancer, on va faire, et en faisant, au fur et à mesure, on va voir parce que rien n'est parfait et on découvre au fur et à mesure. » Donc nous, on a toujours notre prudence éternelle qui a des bons côtés, hein, mais qui aujourd'hui va concrètement nous fait perdre un peu de leadership.
Quand on parle du marché européen, le marché européen est un marché qui est très intéressant pour la plupart des grands acteurs des exchanges de crypto dans le monde, qui pour la plupart sont asiatiques. Eh bien, tous ont envie de s'implanter en Europe, tous ont envie de s'implanter en France, parce que nous sommes un marché pour eux qui est intéressant. Maintenant, avec cette vision de leadership, eh bien, quand on parle de régulation, de réglementation, je pense qu'on parle surtout d'un aspect de contrôle. Et moi, je le dissocie souvent de la protection des utilisateurs. Les utilisateurs aujourd'hui, par le marché, par l'usage, les grands acteurs ont réussi quand même à créer un écosystème qui, malgré tout, est de plus en plus sécurisé et sécurisant pour les acteurs. Aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir perdre ses fonds. La plupart des exchanges sont assez solides, en tout cas ceux qu'on connaît. Donc il y a aussi une volonté d'associer les deux et de créer un cadre dans lequel on va pouvoir déployer au maximum l'usage. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, je les appelle les 92%, c'est 92% de la population qui n'ont pas accès à la crypto, qui n'ont pas encore utilisé la crypto, qui veulent, qui sont intéressés, qui en entendent parler, qui attendent juste ce feu vert et un environnement mûr pour pouvoir le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il est déjà mûr. Juste peut-être 3 petites observations sur le monde bancaire. Pourquoi le monde bancaire est avantagé en réalité avec ce qui est en train de se passer. 3 choses. La première, on l'a dit tout à l'heure, MiCA, c'est une réglementation bancaire appliquée aux cryptoactifs. Et c'est une réglementation qui a été en réalité construite, poussée par le monde bancaire. Donc effectivement, il y a un avantage réel pour les banques de ce point de vue-là. Deuxièmement, ils ont les moyens et ils ont beaucoup d'équipes en compliance. Parce que la réalité, c'est que la crypto, maintenant, c'est devenu majoritairement, quand on est un PSAN ou un CASP européen, de la compliance. Quand vous avez une équipe avec des centaines de personnes en compliance et qu'il suffit d'en prendre quelques-uns et de les mettre dans l'équipe crypto, c'est plus facile que pour un PSAN de recruter 3, 4, 5 personnes pour gérer évidemment la compliance. Et puis le troisième avantage, c'est que le texte dispose d'une clause spécifique, l'article 60, qui permet le fast track. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où vous êtes régulé banque, eh bien, vous pouvez extrêmement facilement, extrêmement rapidement devenir régulé MiCA. En fait, c'est une mise à l'échelle qui se fait et qui se fait relativement rapidement. C'est pour ça que Claire a raison et qu'il est vraisemblable, en tout cas en France, je dis en France parce qu'il y a beaucoup d'acteurs bancaires qui vont vouloir, en France spécifiquement, devenir MiCA compliant, que nous ayons ce type d'acteurs qui se régulent rapidement. La question, c'est combien d'acteurs bancaires versus d'acteurs de la tech crypto. Et là, je pense qu'effectivement, on va vers des désillusions relativement significatives. Bon, un petit peu de pessimisme, mais l'avenir de l'Europe est quand même encore là. Hein. Donc, on va essayer de parler un petit peu de l'application concrète du texte. Il y a un sujet que vous avez exposé, Claire et Arnaud, en préparant un petit peu ce panel. C'est celui de l'obtention des passeports européens. Donc, le fameux passeport qui vous permet, en étant régulé dans un pays, d'accéder aux 27 pays de l'Union européenne. On se rend compte finalement qu'il y a une sorte de question de compétitivité entre la rapidité de traitement des régulateurs, avec aujourd'hui des acteurs qui sont déjà agréés MiCA dans certains pays, je pense à Malte par exemple, mais d'autres qui ont plus de mal, notamment en France, avec un régulateur qui est peut-être plus lent. Est-ce que vous pourriez développer ce sujet, Claire et Arnaud ? Oui, alors Arnaud pourra rentrer un peu plus que moi dans la technique, mais je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a un premier sujet qui est celui des effectifs du régulateur et de sa capacité à absorber le nombre de dossiers. C'est-à-dire que si vous êtes 3 personnes et qu'en face de vous, vous avez 100 dossiers, forcément, ça va être beaucoup plus long que si vous avez 15 personnes avec 15 dossiers. Donc, il y a cet enjeu que les régulateurs soient suffisamment staffés, comme on dit, donc qu'il y ait suffisamment de monde pour traiter l'ensemble des dossiers. Je pense qu'il y a certaines juridictions qui ont envie d'être compétitives et qui vont donc s'assurer d'avoir le bon nombre de personnes chez le régulateur. J'ai aussi le sentiment, et je parle sous le contrôle d'Arnaud, que l'interprétation du droit peut être légèrement différente selon les juridictions. C'est-à-dire que même s'il y a une harmonisation au niveau européen, peut-être que c'est un peu plus dur d'obtenir un agrément MiCA en France que de l'obtenir à Malte ou ailleurs. Et donc cette harmonisation, finalement, elle est quand même relative et il reste une compétition entre les pays. Et c'est pour ça qu'il y a des régulateurs dans certains pays qui vont distribuer des agréments MiCA, je ne vais pas dire comme des pochettes surprises, mais un peu quand même, alors qu'en France, ça peut être beaucoup plus difficile. Arnaud ? Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui est celui des effectifs qui n'a rien à voir avec le régulateur, il en est la victime. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement, d'ailleurs je pense à l'ADAN notamment, qui a sollicité les pouvoirs publics pour augmenter le budget de l'équipe crypto, augmenter les effectifs,
Malheureusement, ça n'a jamais vraiment été suivi d'effet depuis plusieurs années maintenant, ce qui est un vrai sujet, ce qui est un vrai problème. On a des régulateurs qui sont ultra compétents en France parce qu'on a une réglementation. Il faut savoir que la réglementation MiCA, elle est beaucoup basée sur la réglementation française, donc on a de la chance et on a des régulateurs qui ont participé aussi à l'élaboration de ce texte, donc on a un avantage qui est ultra compétitif par rapport à beaucoup d'autres pays. Maintenant, c'est vrai, on prend l'exemple de Malte, ils ont agréé 3 sociétés dans les 10 derniers jours, là, et non des moindres, hein, Crypto.com, Bitpanda, OKX, bon, accessoirement 3 des plus grandes plateformes mondiales, qui ne sont pas asiatiques, pour certaines d'entre elles en tout cas. Voilà, pas toujours. Et donc c'est vrai qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, on a une compétition qui n'est plus une compétition en réalité de texte réellement, mais qui est une compétition au niveau des autorités. À Malte, ils sont ultra staffés. Et effectivement, ils sont très, très business focus. Et c'est vrai qu'à partir de l'instant où on est dans une logique qui n'est plus nationale, mais qui est internationale, européenne en tout cas, moi, je pousse les acteurs à avoir aussi une stratégie et une vision qui soit une vision internationale. Maintenant, pour revenir sur un dernier point, ce que disait Claire est très vrai, c'est-à-dire qu'on est face à un règlement. Donc, normalement, un règlement, il faut que vous le sachiez, c'est unifié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir de différence d'un pays à un autre. Pour autant, il y a des interprétations qui peuvent différer. Je prends un exemple concret s'agissant de MiCA. Il y a des pays, c'est le cas de la France, qui exigent, et c'est probablement une bonne chose d'ailleurs, d'un point de vue protection des investisseurs, qui exigent un audit de cybersécurité puissant, solide, pour les acteurs qui veulent obtenir un agrément en France. Eh bien, des pays comme Malte ne le sollicitent pas, ou en tout cas ne le sollicitent pas au même niveau d'exigence. Et c'est vrai que quand on a des sociétés qui galèrent à obtenir ces garanties de cybersécurité depuis 8 mois et qui du coup se retrouvent à travailler sur d'autres pays où finalement ils n'ont pas les mêmes demandes, eh bien forcément ça va beaucoup, beaucoup plus vite et ça explique pourquoi il y a certains acteurs, et je peux les comprendre et on peut les encourager aussi, à avoir une vision qui est une vision internationale. Parce que pour compléter ce que vous dites, en fait, on ne peut pas obtenir ce passeport européen dans un pays dans lequel on n'a pas le cœur de nos activités, c'est bien ça? Ça, c'est indispensable. C'est-à-dire Voilà. qu'on ne peut pas être dans une logique de boîte postale. Si demain, il y a parmi vous des porteurs de projets français qui disent « Ok, Malte, ça m'intéresse », c'est pas juste « Je vais créer une société à Malte, merci, au revoir ». Il faut avoir la substance là-bas, il faut avoir ses effectifs là-bas. Évidemment, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Mais c'est vrai que quand on met bout à bout la facilité réglementaire, facilité toute relative, mais en tout cas la capacité des autorités réglementaires de ces pays-là à être extrêmement business focus, et qu'on rajoute en plus les avantages fiscaux en termes de cotisation sociale que ça peut représenter, bah le package de compétitivité, voilà, quand on parle avec des gens chez OKX ou chez Crypto.com, il faut savoir qu'il y a 1 an, ils cherchaient des locaux en France, ils ont fait leurs calculs, ils ont regardé, ils sont allés parler aux régulateurs des 2 pays. Bon, je pense que finalement, l'affaire a été pliée assez rapidement. Donc on peut s'attendre malheureusement à une compétitivité un petit peu, voilà, un désavantage pour les boîtes qui sont finalement en France avec un régulateur qui est moins ouvert, moins rapide. C'est l'Europe. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas d'un côté créer une Union européenne avec une union économique où finalement il y a une liberté de circulation des capitaux et des personnes, et puis de l'autre côté, venir et avoir une réglementation unifiée, et puis d'un autre côté, reprocher le fait qu'on soit dans une logique qui est une logique où on peut bénéficier de cette compétitivité européenne. Bien sûr. On a beaucoup parlé de MiCA, mais finalement, il y a encore d'autres textes qui rentrent en application, enfin qui entrent en application ces prochains mois au niveau européen. Je pense notamment à DAC 8, qui cette fois-ci porte sur le reporting fiscal. Bon, Pierre étant spécialiste du sujet fiscal, je vais te laisser en parler un petit peu plus et peut-être expliquer à l'audience de quoi il s'agit, parce que c'est un texte peut-être moins connu. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de règlement et de en fait, comment les activités des entreprises sont encadrées. Mais s'il y a bien un truc qui est resté au niveau français, au niveau national, où l'Europe en fait, n'a pas grand-chose à dire, c'est les normes fiscales et les normes comptables, où chaque pays choisit de ses taux. Il y a des projets d'harmonisation, mais grosso modo, chaque pays est assez indépendant sur ses modalités. Et là où l'Europe a été, on va dire, efficace, c'est en mettant, donc DAC, c'est Directive administrative de coopération, et la numéro 8, ça a été de se dire, on va créer un système, un framework, un cadre de travail de partage des données entre les plateformes d'échange, donc les brokers, ceux sur lesquels on achète, on vend des cryptos, et les administrations fiscales. Et donc concrètement, à partir du 1er janvier 2026, toutes les transactions
peuvent être envoyés de façon automatique aux administrations fiscales du pays compétent du pays de l'utilisateur. Et ça, c'était pareil, complètement pensé dans la vraiment un copie-coller de ce qui était fait dans le monde bancaire et de mettre en place cette même norme. Alors, moi, je vais être un tout petit peu ironique sur le sujet et j'aimerais bien qu'on ait la même intelligence sur l'innovation que celle qu'on a sur la fiscalité. Donc, je suis conseiller en optimisation fiscale et patrimoniale, donc c'est vraiment un sujet qui me parle beaucoup et j'ai déjà entendu parler de ta plateforme, bien sûr, que tout le monde connaît. Mais sur le sujet de la crypto, bon, je pense qu'il est temps de jeter un vrai pavé dans la mare. Je ne suis pas complètement d'accord pour l'instant, en l'état actuel des choses, qu'il y ait une quelconque fiscalité sur les cryptoactifs. Parce que pour moi, c'est tous ceux qui ont démarré dans la crypto. Moi, j'ai démarré en 2014. Certains ont commencé bien plus tôt et on a tous un point en commun, c'est qu'on a perdu beaucoup d'argent. C'était de la jungle, il y avait des pièges partout, on découvrait tout. On a vraiment été, nous, les cobayes de cet écosystème et qui a emmené aux résultats qu'on connaît aujourd'hui. Et il faut savoir que la plupart des investisseurs en crypto investissent de l'argent qui est propre de toute fiscalité. En général, ce sont leurs épargnes. Et ils prennent dessus des risques énormes parce que beaucoup ont perdu beaucoup d'argent, très peu en ont gagné énormément. Donc, on a quand même un environnement qui n'était pas régulé, c'était la jungle, et beaucoup ont pris des risques. Pour moi, ce sont, entre guillemets, les héros des temps modernes de cet écosystème. Et au bout d'un moment, le gouvernement français arrive et dit « Ok, on va mettre une flat tax dessus de 30%, comme ça, qui tombe du ciel ». Donc, quelque part, je trouve qu'à un moment donné, il n'y a pas de relation entre les deux. Et tant qu'on n'a pas créé un environnement qui est suffisamment stable, la fiscalité n'est pas justifiée aujourd'hui, d'autant plus que les acteurs ont créé un écosystème qui aujourd'hui est suffisamment stable. Maintenant, on pourrait proposer une solution alternative, c'est que les revenus qui sont issus des cryptos, parce que la plupart, après plusieurs bull runs, vont se dire qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent que j'ai gagné dans la crypto. Et là, ça devient intéressant de faire un parallèle entre le monde virtuel et l'IRL, donc le monde réel. Et là, on pourrait se dire, pour booster notre économie, plutôt que de taxer à outrance, ce qui va faire fuir ceux qui possèdent de la crypto, que ce soit à Dubaï, aux Émirats, dans les régions du Golfe, aux États-Unis notamment, c'est de se créer ici en France un environnement où on va leur dire « Ok, vous avez gagné de l'argent en crypto, on ne vous a pas aidé à gagner cet argent et on ne vous a pas aidé lorsque vous en aviez perdu, surtout. » Eh bien, on peut se dire que ramenez cet argent dans le monde réel, investissez dans des entreprises, investissez dans des industries, et il n'y aura pas de taxation dessus. Donc, au lieu de taxer, on va permettre de faire rentrer cet argent dans l'économie, de le fluidifier et de permettre à des builders ou à des sociétés innovantes comme Waltio, comme d'autres, comme les entreprises que moi je développe, à apporter des capitaux pour qu'on soit encore plus compétitif. Donc, on rentre dans un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux qui consiste toujours à aller faire les fonds de poche des gens. Tu y crois à ce changement de paradigme ? Écoute, il serait bénéfique en tout cas. Il serait bénéfique parce qu'on se rend bien compte qu'à un moment donné, le plus grand pays du monde se dit « Ok, on ne va pas avoir de fiscalité sur les revenus, ça intègre aussi la crypto. » Eh bien, si on continue à taxer, on crispe le marché face à des personnes qui ont gagné de l'argent, qui ont pris des risques et qui veulent à un moment donné utiliser cet argent. Ce sont des patriotes, ils sont là, ils ont des familles, ils ont plein de choses. Donc il faut trouver une sortie plus innovante à leur argent plutôt que de la fiscalité qui à un moment est choquante pour plusieurs personnes. Je voudrais réagir à ce que tu dis parce que tu parles de la flat tax à 30%, mais avant qu'il y ait cette flat tax, c'était pire. C'est-à-dire qu'avant qu'on décide de la flat tax à 30%, ceux qui sortaient leur crypto, il y avait différentes taxes, mais on arrivait à un total qui était proche des 50% de taxes sur les plus-values. Ce qui est énorme. Voilà, donc finalement, cette flat tax de 30% qui peut sembler énorme aujourd'hui était quelque part une bonne nouvelle à l'époque. Moi, ce qui me frappe, c'est que souvent, quand on est dans la crypto, on a passé des années à investir contre les recommandations de tout ce qui était socialement acceptable. Ouais. C'est-à-dire que pendant longtemps, on se fait traiter de débiles, de bandits. Voilà, j'ai souvenir d'une vidéo de la Banque de France, d'une femme qui dit « n'y touchez pas » en parlant de la crypto. Et donc, c'est vrai que souvent, les investisseurs crypto, ils ont investi à contre-courant de toutes les recommandations qu'ils voyaient. Et donc, forcément, la fiscalité, quand elle arrive, elle est perçue tout de suite comme une injustice,
parce qu'on vient taxer quelque chose auquel pourtant personne d'autre que nous ne croyait. Donc moi je suis assez favorable à ce côté beaucoup plus incitatif dans la fiscalité. On pourrait très bien dire par exemple que les achats de biens ou de services en crypto sont beaucoup moins fiscalisés. En tout cas avec certaines cryptos on pourrait imaginer ça. Et c'est d'ailleurs un paradoxe aujourd'hui. En France on a une fiscalité qui considère les cryptos comme des actifs et pas comme des monnaies. Et donc moi quand j'entends des journalistes dire bah oui mais c'est pas utilisé comme des monnaies, vous voyez bien. Alors on a presque envie de leur répondre, évidemment, puisque dès que je veux acheter quelque chose en crypto, c'est une opération imposable. Donc personne n'utilise ça parce que c'est un enfer à la fin de l'année en termes de déclaration. Alors moi, je vais dire un truc qui n'est pas hyper populaire peut-être, donc attention. Je comprends votre point à tous les deux, mais c'est-à-dire qu'il y ait des mécanismes incitatifs, je pense que c'est très bien, et je pense qu'il faut les mettre en place, j'ai aucun doute là-dessus. Par contre, c'est vrai que, basiquement, moi, je ne vois pas de distinguo à réaliser, par exemple, sur la question de la flat tax, entre un investissement en actions et un investissement en crypto à ce stade. C'est-à-dire que je ne verrais pas pourquoi la crypto, davantage que les actions, ne bénéficierait pas de fiscalité. Après, la question, c'est à quel niveau est-ce qu'on met cette fiscalité? Est-ce que 30%, c'est trop? Probablement. Maintenant, vous voyez bien les débats que nous avons en ce moment à l'Assemblée nationale qui nous expliquent qu'en réalité, il faut créer des impôts sur la fortune improductive, donc ça devient effectivement très compliqué. Mais je ne suis pas certain que ça soit justifié. Je ne suis pas d'ailleurs certain que le Conseil constitutionnel accepterait une rupture d'égalité potentielle entre les cryptos et les actions. J'en doute, pour être très honnête avec vous, quand bien même on déciderait des mécanismes comme ça. En revanche, est-ce que cette flat tax, elle est trop élevée? Incontestablement. Après, où est-ce qu'on met le curseur? Je ne sais pas, mais on est dans une compétition internationale. C'est l'objet d'aujourd'hui. Et évidemment, vous doutez bien que il y a des pays qui taxent plus que la France, mais il y a des pays qui taxent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que la France, sur tous les sujets, évidemment. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est effectivement comment est-ce qu'on incite, et ça, je pense qu'il faudrait inciter, parce que ça a été dit tout à l'heure, vous avez pour beaucoup, je pense, de la crypto, vous voulez aller acheter une télé chez Darty avec votre carte crypto, le simple fait de savoir que vous allez prendre 30% immédiatement à l'achat de la télé, on ne va pas vraiment dire que c'est ultra incitatif pour aller acheter votre dernière télé LG avec votre crypto. Voilà. Donc, il y a probablement un certain nombre de choses à faire. De là à ce qu'il n'y ait pas de fiscalité, je pense que ça me paraît utopique et un peu compliqué à mettre en place. Voilà. On est quand même dans une espèce de rupture. Et le principe même de la crypto, c'était le principe de la rupture. Et la rupture, pour moi, c'est pas forcément l'opposition. La rupture, c'est plutôt une forme de transition. Et on sait que les transitions ne sont jamais très simples. Par principe, je n'ai jamais opposé le monde bancaire ou financier au monde de la crypto. Je me dis juste que ce sont les utilisateurs, pour une fois, qui ont pris des risques importants et à qui on a dit, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être votre propre banque. Ça ramène un niveau de responsabilité, un niveau de granularité plus fin, dans le sens où on remet chaque acteur au cœur de son destin économique et de son destin financier. Donc, en partant de ce principe-là, apporter une fiscalité bête et méchante, parce que c'est le cas, la plupart ne sont pas réfractaires à de l'impôt, parce qu'on sait très bien que notre impôt sert à payer des services publics dont on bénéficie tous. OK. Maintenant, sur un domaine comme celui-ci, en particulier où ça a été le parcours du combattant, c'est vrai que oui, tu as raison, c'est choquant de venir appliquer une fiscalité qui n'a de sens pour personne. Maintenant, la plupart qui ont gagné de l'argent en crypto, à un moment donné, c'est un monde qui est tellement éprouvant qu'on a envie de donner un autre sens à cette crypto. Et c'est là où on doit avoir cette conversation avec les régulateurs, avec les autorités, et surtout voir ce qui existe dans le monde. On ne peut pas toujours continuer à être dans notre microcosme. On voit bien qu'à un moment donné, concrètement, ça ne marche pas. En France, on a de vrais problèmes. C'est un très beau pays et ça me peine moi énormément de voir des entreprises qui envisagent de se délocaliser parce qu'à un moment donné, l'environnement dans lequel on est, qu'on apprécie, n'est pas propice au développement des entreprises. Donc c'est pour ça que le monde de la crypto est un monde qui va peut-être permettre cette transition, et elle doit permettre cette transition où on a des acteurs qui sont beaucoup plus intelligents, qui portent une vision et qui viennent vraiment casser complètement avec une ancienne mentalité et nous emmènent vers un monde qui va être beaucoup plus challengeant, beaucoup plus stimulant et permettre à des nouvelles entreprises ou à des ingénieurs de créer, d'être dans la création. Voilà. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même qu'on parle... Pierre, oui. Ouais, juste en deux phrases, je pense que la
la question, elle est de fond, de se dire, est-ce que plutôt les revenus du patrimoine devraient être imposés, et non pas juste les cryptos? En tout cas, la France a fait le choix d'une certaine cohérence. Le fait que les revenus, on a des revenus immobiliers, ils sont imposés. Et là, je pense que la question, elle est autant, dans ce cas-là, est-ce qu'on devrait les imposer ou pas? Mais en tout cas, il y a une cohérence entre nos revenus du patrimoine et l'imposition qu'on a avec crypto. Il y a quand même un super avantage en France, c'est que les opérations entre cryptos sont non imposables. Je sais, par rapport à Dubaï, c'est pas du tout, c'est bien pire, mais il y a aussi plein d'autres pays où c'est bien pire dans l'autre sens. Donc voilà, je voulais juste un tout petit peu pondérer. Non, mais on voit toute la difficulté justement sur le sujet fiscal, d'être juste et équilibré sur ce point. J'aimerais qu'on parle, parce qu'il nous reste peu de temps, un petit peu de l'expérience utilisateur, qu'on se mette à la place des utilisateurs. On a évoqué pour le moment toute cette régulation qui se déploie, avec des procédures KYC, des déclarations de bénéficiaires, des justifications diverses et variées qui sont demandées à l'utilisateur au moment de l'inscription, par exemple, sur la provenance de ses fonds, des atteintes potentielles à sa vie privée. Est-ce qu'on ne risque pas de voir l'utilisateur aller vers des solutions noires ou grises, en tout cas, des solutions non régulées, ou même de se focus sur des solutions on-chain, hein, c'est-à-dire décentralisées? Et qu'est-ce que peuvent faire aussi les acteurs pour rendre cette compliance moins pesante pour l'utilisateur? Claire? Oui, le risque, c'est effectivement qu'on ait cette fragmentation des solutions avec, on va dire, ceux qui respectent la réglementation et donc qui vont investir beaucoup dans leurs équipes en compliance, qui vont proposer une solution entièrement dans le scope de la réglementation, mais qui va être très lourde. Donc effectivement, avec beaucoup d'informations sur l'identité. Dès que vous faites une transaction, on vous demande qui possède le portefeuille sur lequel vous envoyez votre argent, etc. Donc c'est vrai que ça crée beaucoup d'obstacles dans l'expérience utilisateur. Et puis vous allez avoir bien sûr des solutions un peu pirates, un peu plus difficiles aussi à utiliser, qui vont attirer des gens qui vont être politiquement engagés, qui vont être militants, qui vont refuser la surveillance. Et le risque, c'est vraiment qu'on ait une sorte de barrière entre ces deux types de solutions et qu'on ait rarement des solutions hybrides. Et je pense notamment, en t'écoutant, à la Travel Rule qui est en place depuis quelques semaines, qui oblige les plateformes d'échange à demander, lorsque vous envoyez vos cryptos sur un portefeuille, à qui appartient ce portefeuille. Donc ça reste déclaratif, mais il y a vraiment un objectif de traçabilité de l'identité des détenteurs de portefeuilles crypto. Donc ça, c'est très lourd. Alors, il y a bien sûr des solutions pour éviter ça. Je sais que chez Desblocs, on n'est pas soumis à ça parce que justement, on a un vrai portefeuille et on n'est pas une plateforme d'échange qui détient les cryptos pour autrui. Mais c'est vrai que la plupart des plateformes aujourd'hui, elles font ce qu'on appelle la custody. Donc, elles détiennent les clés pour vous et elles sont obligées de mettre ça en place. Et donc, moi, je prédis qu'on va voir en fait de plus en plus de solutions comme la nôtre se développer parce que justement, il y a des utilisateurs qui vont être en demande de solutions sur lesquelles il n'y aura pas toutes ces étapes fastidieuses. Ok, très clair. Oui, Pierre. Peut-être un petit point, mais comme pour faire sa déclaration fiscale, on a besoin de la vue complète du patrimoine, on est capable d'identifier et de voir des flux. Et en effet, le fait que certaines plateformes vont commencer à demander de plus en plus de documents, en fait, on voit très bien qu'il y a des plateformes qui petit à petit perdent des parts de marché et d'autres qui en prennent. Moi, je pense que de façon générale, il y aura, et j'espère, mais un peu comme les néobanques ont réussi à innover sur des expériences, il y aura un certain nombre d'acteurs qui arriveront à soit retarder la demande d'informations, soit le faire de la façon avec la meilleure expérience utilisateur, soit trouver en fait des solutions pour faire en sorte que justement l'achat, la vente de crypto ne devienne pas juste un enfer administratif, alors que le but c'est quand même d'être fun. Oui, évidemment. Oui, Arnaud, rapidement. Oui, bien sûr. Je pense qu'on va vers un système effectivement de fragmentation. Ce que je dis en matière de crypto est valable en matière d'IA ou autre. C'est-à-dire qu'on va avoir des plateformes européennes surrégulées, pour celles qui en auront les capacités effectivement, qui vont attirer un certain nombre de personnes qui ont besoin de cette sécurité, mais qui va aussi créer un repoussoir assez fort pour un certain nombre d'utilisateurs qui ne voudront pas passer par ces plateformes. Et à ce moment-là, les solutions, ce sera soit effectivement de passer par la DeFi, qui pour l'instant, en tout cas pour certains projets qui sont vraiment full DeFi, échappent à la réglementation MiCA, en attendant MiCA 2, évidemment. C'était trop beau. D'ici probablement 2 ans, qui va englober également les plateformes de DeFi. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a un certain nombre de plateformes crypto qui sont en dehors de l'Union européenne. On pense à Dubaï, on pense à la Suisse, on pense à un certain nombre de pays asiatiques qui ne sont pas, pour certains d'entre eux, soumis à la même réglementation que la réglementation européenne et qui, à partir de l'instant où ils ne visent pas spécifiquement des Européens, ils fonctionnent par ce qu'on appelle la sollicitation inversée, permettent
toutefois aux Européens de pouvoir aller dans ces plateformes. Et moi, effectivement, ma crainte, c'est qu'il y ait, sans parler d'exode, mais en tout cas qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs qui simplement n'adhèrent pas aux plateformes européennes et qui se retrouvent sur ces plateformes-là. Et en réalité, on aura tout perdu parce que nous, ce qu'on veut, c'est réguler pour protéger. Enfin, ce qu'on veut, c'est ce que veut l'Europe en tout cas. Et au final, s'il y a beaucoup d'utilisateurs qui se retrouvent sur des plateformes hors Union européenne qui sont moins régulées, au final, on aura vraiment tout perdu puisque l'objectif qui est celui de la protection ne sera pas du tout respecté. J'ai une dernière question pour vous. Pardon, vas-y, Dimitri. Oui, Rapidement. parce que ces plateformes-là ont mis en place justement une expérience utilisateur qui est beaucoup plus simple. Et il y a quand même, moi j'aime bien les statistiques parce que les statistiques sont basées sur des faits. Et il y a très très peu de cas d'usage d'utilisateurs de crypto qui l'utilisent à des mauvaises fins. Donc en général, c'est du peer-to-peer, une personne qui envoie de l'argent à une autre ou qui envoie pour acheter tel ou tel bien de consommation. Donc j'ai une dernière question pour vous, parce qu'on a peut-être des futurs entrepreneurs crypto dans la salle, ou même déjà des entrepreneurs. En 2 phrases, quels seraient vos conseils pour ces personnes-là qui souhaiteraient aujourd'hui se lancer dans cet océan réglementaire? Est-ce que c'est rester en France et s'accrocher? Est-ce que c'est partir à l'étranger? Allez, 2 phrases. Arnaud. Avoir une vision 360, c'est-à-dire avoir une vision internationale, ne pas avoir une vision forcément franco-française. C'est-à-dire quand on est français, c'est logique que son premier réflexe soit de se dire « je vais aller en France », ce qui n'est pas un mauvais réflexe. Mais à partir de l'instant où on se rend compte que pour des raisons de coût, pour des raisons de pertinence, la France n'est pas le meilleur endroit, à ce moment-là, ouvrir ses chakras et se dire « ok, il y a peut-être d'autres endroits en Europe et il y a peut-être des endroits en dehors d'Europe ». On est dans un monde qui est international, on est dans un business qui est international. Il n'y a aucune raison qu'en France, on n'ait pas une vision internationale. Claire, un mot? Oui, moi je vais dire un truc assez déprimant, mais je pense qu'il faut absolument avoir une culture juridique, une culture de la compliance en interne. Même si demain vous n'êtes pas tout de suite une entreprise régulée, vous allez devoir bien comprendre la réglementation. Une des raisons pour lesquelles chez Desblocs on a réussi tous nos projets, c'est parce que dans l'équipe fondatrice, il y a des gens qui maîtrisent la réglementation financière et bancaire. Et je pense que voilà, on peut dire que c'est malheureusement, mais c'est comme ça. Les acteurs crypto qui vont réussir demain, ce sont ceux qui vont maîtriser cette réglementation-là et qui vont arriver à l'apprivoiser. Bien, merci à tous les 4. On a peut-être le temps de prendre 1 ou 2 questions. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule dans la salle. Ouais. Si vous voulez, en attendant, je peux ajouter un petit tips. Mais de façon générale, pour les entrepreneurs, et sans forcément parler sur la réglementation, je pense que c'est hyper important de définir la vision qu'on veut faire de son entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on utilise comme hypothèse sur laquelle on va construire toute notre activité? Ça va vous permettre vraiment de vous assurer de rester concentré sur ce que vous allez développer. Et je rejoins complètement Claire, c'est absolument clé de prendre en compte les enjeux réglementaires, de traçabilité des opérations, de comprendre en gros très rapidement. C'est important que ce ne soit pas votre cœur de focus, mais c'est aussi, mais qu'il y ait au moins rapidement des connexions avec un cabinet ou quelqu'un directement dans les fondateurs qui peut le faire. Merci Pierre. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Non. Oui, vraiment, hein, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Ah, là-haut, à gauche, là-bas, il y a une question. Bonjour, merci pour vos interventions. Une petite question, Bernard Arnault récemment a tiré la sonnette d'alarme au gouvernement français sur ces pratiques. Donc j'aimerais quand même que vous alliez plus loin dans la démarche. Si aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur dans le digital et les cryptos, si vous deviez créer un fonds, dans quel pays vous installeriez votre société? Faut se mouiller là. Ah bah, mouillez-vous. J'ai pas encore répondu à la question précédente et ça tombe bien avec la question du monsieur là-bas. Alors, moi, je me dis qu'il faut être un tout petit peu moins complaisant sur le sujet. Et aujourd'hui, il y a des environnements... Le monde est assez grand et le monde est quand même assez accueillant, malgré tout. Et il y a des environnements, des pays aujourd'hui qui créent un écosystème ou des environnements, même en Europe, on n'est pas obligé d'aller très loin. Je sais pas, je pense pas aux entrepreneurs d'avant à l'Estonie. Mais aujourd'hui, il y a des pays dans le monde qui sont très accueillants sur toutes les industries qui sont sur la fintech, l'économie, la finance et les cryptos en particulier, qui ont une vraie volonté de développer ça parce que c'est un vrai marché pour eux et qui créent un environnement propice à le faire. L'avantage que nous, on a en tant que Français, c'est qu'on a quand même un ADN français très fort qui nous ramène encore à nos racines ici. Et dès que l'environnement sera propice avec le travail de personnes comme Arnaud ou d'autres avocats et d'autres cabinets de ce type-là, dès que ce sera propice, ce qui est bien avec la crypto, c'est que c'est mondial, on pourra revenir ou créer des branches en France. Donc en termes de pays exactement, je ne sais pas.
Mais c'est vrai que les États-Unis ont mis quelque chose en place qui est celui d'attirer tous les crypto-investisseurs du monde en leur disant aujourd'hui les États-Unis sont un lieu propice pour que vous puissiez venir avec vos cryptos. Et les cryptos, c'est quoi? C'est des capitaux, il ne faut pas s'y tromper. C'est pas aussi virtuel que ça parce qu'aujourd'hui on fait énormément de choses avec la crypto. On crée des sociétés, on investit dans l'immobilier, on achète des voitures, on achète des montres de luxe, on rentre au capital de société uniquement avec de la crypto. Donc c'est vraiment de plus en plus concret. Donc, on a des pays comme ça qui sont favorables et j'espère que nous, ici en Europe, on aura un consensus qui créera cet environnement favorable. Arnaud. Monsieur, je vous réponds directement. Pas en France. Désolé. Donc, je rejoins Bernard Arnault. Voilà, maintenant, lui, voilà, il est ce qu'il est. Si vous voulez créer un fonds crypto, s'il est en Europe régulé, c'est le Luxembourg. Et si c'est en dehors d'Europe, c'est la Suisse. Voilà, mais pas la France. Désolé. Super, je ne sais pas si on a une deuxième question, on a peut-être 1 ou 2 minutes. Oui, il y en a une au milieu ici. Peut-être en attendant, les fonds d'investissement, de façon générale, et même hors crypto, sont quand même très souvent au Luxembourg. Donc, c'est pas que de la crypto. J'avoue. Ouais. Et d'ailleurs, même les fonds des grandes banques françaises. Hein. Absolument, c'est un pays, effectivement, où il y a beaucoup de fonds d'investissement. Bonjour, merci pour vos interventions. S'il y a des points dans les lois telles que MiCA, TFR qui posent problème, notamment en termes de vie privée, sécurité, vu que tout le monde ici se connaît, qu'est-ce que ça coûterait de se mettre en position de force, c'est-à-dire non, ces points-là, on ne peut pas les respecter. Ils ne vont pas mettre tout le monde en prison, on ne peut pas tuer toute une industrie. Vous voulez dire en tant que chef d'entreprise de décider de ne pas respecter ces points-là? Si tout le monde se met d'accord pour on est un peu en lobby entre nous en fait, c'est plus ou moins ça. Alors, il y a quand même beaucoup d'entreprises à mettre d'accord, déjà. Puis vous savez, c'est aussi la compétition entre les entreprises. Donc, s'il y a une moitié d'entreprises, mettons, qui décident de ne pas respecter la réglementation, ça leur cause quand même beaucoup de tort parce qu'il y a un certain nombre de dirigeants qui vont probablement finir en prison. C'est ça qui va se passer quand même. Hein. Les représentants des entreprises, ils ont une responsabilité pénale, surtout en matière financière, quand il s'agit de risque de blanchiment. Donc ils risquent leur peau, quoi. Et je doute franchement qu'il y ait beaucoup d'entreprises prêtes à prendre ce risque-là. Parce que le problème justement avec le fait de traquer les wallets, c'est que la plupart des exchanges, ils délocalisent un peu leur support. Enfin, on ne sait pas entre quelles mains ça circule. Au final, on finit peut-être avec des gens kidnappés ou pire, quoi. Non, mais vous prêchez des convaincus. Hein. Mais quand vous êtes patron d'entreprise et que vous risquez de finir en prison, voilà, malheureusement, vous n'avez pas envie non plus, quoi. Ouais, on ne peut pas vous conseiller de ne pas respecter la réglementation, la loi. Voilà. Par contre, ce que vous pouvez faire en revanche, c'est décider d'installer votre business dans un pays hors Union européenne, d'accord, qui n'est pas soumis à la réglementation MiCA, et à ce moment-là, de vous soumettre à ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'interdiction que vous avez de démarcher des Européens d'une structure hors Union européenne. Donc, autrement dit, vous n'êtes pas dans l'obligation, parce que vous êtes français, de créer une boîte en Europe. Vous pouvez vous expatrier, créer une boîte ailleurs, Dubaï par exemple, c'est un exemple, voilà, la Suisse, hors Union européenne, et à ce moment-là, vous n'êtes pas soumis à MiCA, vous n'êtes pas soumis aux règles qui sont les règles européennes. En revanche, vous êtes soumis à la nécessité de ne pas vous adresser de manière directe ou indirecte à un public européen. Ça veut dire que le public doit venir spontanément sur votre plateforme, mais que vous ne pouvez pas l'adresser directement. Voilà, donc c'est plutôt que de ne pas respecter la loi, décider d'aller dans un écosystème réglementaire qui vous convienne davantage. C'est ça mon conseil. Bien, merci à tous, merci à tous les quatre, c'était passionnant et merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci.